24 heures de vélo durant notre road trip en Asie. Et si on poussait l'expérience de notre expédition encore plus loin? Parcourir entre 80 et 100 km par jour depuis déjà 2 mois était devenu notre quotidien et nous n'en éprouvions plus de difficultés. Alors on s'est lancé ce défi de 24 heures de vélo, surtout dans une expédition, c'est-à-dire avec les 5000 km qu'on avait fait avant à peu près. Je crois qu'on a passé la barre des 6000 à ce moment-là, donc en fait c'est une expérience un petit peu. L'idée c'était trop drôle, on était en train de pédaler et on se parlait un peu de quel nouveau concept on pouvait développer sur la chaîne. Francis a lancé l'idée, pourquoi pas faire les 24 heures d'eux et faire 24 heures d'une chose. On rigolait, on était au nord du Vietnam encore et on se dit oh bien on fait 24 heures de vélo et puis on dit ça en rigolant. 5000 km après on se dit vas-y en fait là, on garde la carte, on est sur Maps.me. On voit une longue ligne droite en Thaïlande qui va vraiment toujours tout droit. On se dit vas-y go, c'est le moment. L'idée est venue mais vraiment en 2 jours on a mis ça en place. Déjà on n'a pas fait ça pour faire une performance, c'est clair que non. Si tu veux un cycliste du Tour de France, évidemment qu'il peut faire mieux. En revanche, on avait les vélos chargés, on avait, comme tu vois, les problèmes de roues, etc. Et quand même sous-alimenté, on n'a pas forcément aussi le temps de récupérer. Ça faisait déjà 2 mois et demi qu'on était en train de rouler. On fait presque 0 jour de stop. Clairement, on roule tous les jours. On roule entre 70 à 100 bornes par jour. C'est pas évident, hein. On a eu juste 2 ou 3 jours de stop là avec Bangkok et quelques urbex qu'on a placés, donc ça temporise un petit peu. C'était le but de voir le ressenti du corps pendant ces 24 heures alors qu'on est en pleine expédition. Allez, on a dépassé le kilomètre 20. En fait, je trouve qu'il y a toujours, tous les jours, les mêmes étapes qui se répètent. Au bout de 10 bornes, souvent, on s'arrête prendre le petit-déj ou manger. Et ensuite, après, arrive le 20 bornes. Niveau préparation, c'est surtout qu'en fait, il fallait bien dormir la veille. Après, faire du sport pendant la nuit, moi j'ai déjà fait 2 fois l'Ultra Trail de la Saint-Élion. C'est une course qui se passe en plein de mois de décembre, qui relie Saint-Étienne à Lyon, qui fait à peu près 80 km. Et en fait, tu pars à minuit. J'avais déjà expérimenté le sport pendant la nuit, je connaissais un peu les difficultés que ça allait être, donc par rapport à la fatigue. Et l'autre difficulté, je pense, qu'il y avait, c'était surtout la météo. Ici, il pleut quand même relativement souvent. Au moins 1 fois par jour, il y a un peu de pluie. Le souci, c'est qu'en fait, quand tu pédales la nuit, t'es mouillé, t'es trempé et tu sèches pas. La journée, on s'en fout qu'il y ait une petite pluie. Au contraire, tu vois, on se dit que ça nous lave, même carrément, parce que vu qu'on dort en bivouac, on se lave pas forcément autre part que dans la mer. Mais pendant la nuit, tu sèches pas. Donc moi, j'avais surtout peur d'avoir froid sous la pluie. Là, on a regardé la météo. Il fait de la pluie, là. On va se faire saucer, mais genre du 3 mm. Genre de 3 heures du mat à 9 heures du mat, quelque chose comme ça. De minuit à 9 heures. Finalement, les difficultés qui sont relativement posées, c'est pas tant la pluie. On pensait que toute la route allait être éclairée. Et en fait, il y avait que une petite partie, entre guillemets, au niveau des villes qui était éclairée. C'est vraiment pas toute la côte. Après, on n'a pas vu tellement d'animaux parce que finalement, il y a beaucoup d'animaux qui sortent la nuit, comme les serpents, par exemple, ou les varans qui peuvent aussi sortir pendant la nuit. On n'en a pas vu tant que ça, donc ça nous a pas tant posé de problème. Et autre chose qui nous a posé problème pendant la nuit, ça a été les chiens. Déjà, pendant la journée en Thaïlande, il y en a relativement beaucoup, donc ils courent après nos vélos, auxquels on doit un cri dessus pour qu'ils s'arrêtent. Mais là, pendant la nuit, il y en a eu vraiment beaucoup, au point où à un moment, Francis, il avait même plus de voix, tellement il criait après les chiens. Après, tu leur fais « Wow !» et ils s'arrêtent, ils vont pas continuer à te courir après. Alors les difficultés, je pense qu'elles sont toujours liées au fait que la nuit arrive. Il y a un aspect psychologique du corps qui fait qu'il sait qu'il doit dormir à ce moment-là. Et c'est un laps de temps qui connaît moins dans la vie de tous les jours. La plupart de nos vies, on dort le soir. Et arrive le soir, quand tu dois tenir une soirée, souvent on l'a connu dans le terme soirée, fête et tout ça. Et quand on s'amuse, le temps passe plus vite. On est quand même dans la difficulté, on est quand même fatigué. Et rouler 24 heures, c'est pas évident. Quand arrivent ces phases de nuit, je découpe ça en plusieurs tranches de 4 heures. Psychologiquement, il faut aller chercher des petits objectifs. Si tu vois la globalité de la durée de l'expédition, ça va être plus compliqué. Pour redécouper ça un petit peu et avoir des objectifs intermédiaires. La phase journée, on la connaissait. Le matin et l'après-midi qui tape bien avec ce soleil entre les 30 et 35 degrés ici en Asie du Sud-Est. Mon premier objectif, c'était d'arriver clairement le soir où ça s'apaise, où la nuit commence à tomber. J'ai beaucoup connu ça en alpinisme, en montagne, pas trop à vélo. Donc c'est cool aussi quand tu pédales de voir le sunset, quoi. Allez, petit ressenti des 19 heures. Comme t'as pu voir, le coucher de soleil, je l'ai un peu loupé avec ses problèmes mécaniques. Moi qui attendais ce moment-là et en profiter, j'en ai pas profité. Il y a une première phase qui est de 20h à minuit. C'est un peu cool, tu fais une pause, c'est l'heure de manger, il y a le sunset et il y a le début de la nuit. À chaque fois qu'il y a un renouveau aussi, c'est plus facile. Et donc, premier objectif, tenir jusqu'à minuit. Là, je dirais qu'on rentre dans la phase la plus difficile, celle de minuit 4 heures. Faire du sport ou faire des tâches
dans ces horaires-là, c'est pas quelque chose de forcément connu. Je parle pas après des boulots nocturnes, évidemment, ils sont en décalé, ils dorment la journée. Là, je te parle d'une phase où t'as pas dormi la journée, tu continues sur la nuit, et t'es quand même assez claqué, t'aimerais dormir, mais il faut que tu tiennes. C'est là où c'est dur mentalement. C'est la phase aussi où t'es très fatigué, en fait, et du coup, tu dois mettre en place des petits procédés pour tenir, parce que clairement, le corps humain, c'est compliqué de lui faire un effort continu comme ça, sans pause. Rien qu'une pause de 5 minutes, c'est vraiment salvateur un petit peu pour le corps, donc il faut les mettre. On s'est posé 10 minutes juste pour avoir une sieste réparatrice et on est reparti. On va se remettre en route, hein. Il le faut. On faisait des pauses, entre guillemets, où on s'asseyait pendant 10 ou 20 minutes, on ferme juste les yeux. Et en fait, il est prouvé que des micro-siestes de 20 minutes sont ultra régénératrices. C'est surtout Francis qui va t'en parler, par son expérience qui, lui, m'a appris ça. Et réellement, maintenant, je pense que je vais faire plus souvent des siestes de 20 minutes. Nous voilà réveillés de notre sieste de 20 minutes. Et très franchement, c'est bizarre comme on se sent en forme. Vraiment, ça marche, hein, cette affaire. Hein. Au-delà de 5 minutes, 10 minutes et de mettre n'importe quel temps, il y a des choses qui sont mises en place par les skippers. Un skipper, si tu veux, solo, hein, quand il fait le tour du monde, il peut pas forcément laisser son voilier trop longtemps sans surveillance, à cause des dangers de la mer, des conteneurs qui pourraient prendre en collision, etc. 20 minutes, il a le temps de calculer sur sa trajectoire s'il n'y a pas grand-chose, et il peut se permettre de dormir 20 minutes. Je pense qu'il faut l'expérimenter pour comprendre exactement. J'ai déjà expérimenté pas mal de fois, et ça marche vraiment. C'est un laps de temps qui permet réellement au corps de se reposer, mais ça permet de pas rentrer dans la phase de sommeil profond. Si tu rentres dans cette phase de sommeil profond, quand tu te lèves, c'est très compliqué. T'es claqué et pour repartir, t'es vraiment pas efficace. Plus que 20 minutes, c'est dur. Et moins que 20 minutes, en fait, t'as pas le temps de t'endormir. À savoir aussi que scientifiquement a été prouvé que 15 minutes sans bouger, tu t'endors. L'esprit, lui, il va se reposer lorsque tu auras lâché, lorsque tu sais plus où t'en es, tu vois, entre 10 et 20 minutes. C'est pas si dur de reprendre après ça. C'est vrai que c'est fatigant. Réellement, je pense qu'on a dormi 15 heures après ça. Parce que bon, là, tu dors pas pendant la nuit. Après, on a eu la chance d'être dans un pays où il y a des 7-Eleven. C'est des supermarchés, en fait, qui sont ouverts H24. Ça a été relativement facile, en fait, au niveau des ravitaux. Il y en avait à peu près entre 25 à 40 kilomètres. Tu savais que dès qu'il y avait un 7-Eleven, c'était la pause. Tu pouvais boire, tu reprenais plein d'énergie. Parce que finalement, à vélo, c'est très dangereux d'être fatigué parce que très vite, tu peux dévier de ta trajectoire. Après, on était quand même à côté d'une route, hein. Fallait quand même être ultra vigilant. La lutte contre la fatigue, réellement, quand tu t'y attends, on va dire que c'était pas la plus grosse difficulté. La phase suivante, soit on découpe en phase de 2 heures, soit en phase de 4 heures quand il y a rien pendant 4 heures. Tu vois, minuit, 4 heures, c'est sombre, il se passe rien. Si ce n'est tous les chiens qui t'attaquent toute la nuit, bon, ça c'est autre chose. Après, il y a 4 heures, 6 heures. C'est une heure où tu commences à voir des gens qui partent au travail, etc. Donc en Asie du Sud-Est, on n'a pas forcément les mêmes horaires, mais tu le vois quand même. C'est une phase où tu commences à avoir les premières lueurs au loin. Le soleil revient. Psychologiquement, ça fait du bien. C'est plus facile. Cette phase 4 heures, 6 heures, elle est pas si longue à attendre. Et une fois que tu arrives à 6 heures, il y a la phase 6 heures, 8 heures. Tu vois l'intégralité du lever de soleil. Ça, c'est magnifique. Je sens pas le temps passer parce que comme tu sais, quand tu adores le moment, ça passe plus vite. Et quand tu es dans la difficulté, par contre, le moment, il semble plus long. Et bien là, c'est une phase évidemment agréable. Et puis, c'est une phase où tu vas prendre ton petit déjeuner aussi. Nous, on a commencé vers les 11 heures. On a après fait 8 heures, 11 heures. Et là, tu te dis, on est plus proche de la fin de notre défi que du début et tout se compte en heures après. Et ça motive et t'as pas besoin de plus pour aller jusqu'au bout du défi. Et de toute façon, quand on est à ce stade-là, tu ne t'arrêtes plus parce que quand tu es très proche d'un objectif et que tu t'es donné pour un objectif et le fait d'avoir passé les phases les plus difficiles, là, il y a clairement plus rien qui t'arrête. Le mental, à partir de là, il boostera jusqu'au bout et tu travailles un petit peu sur les nerfs. Notamment dans les stages commando, je travaille beaucoup sur le fait que les stagiaires soient sur les nerfs. Il y a des choses que je prends et que je mets en place maintenant sur les expéditions et notamment sur les phases mentales, physiques, ces phases de repos que t'as pas forcément. Tout le long de ma carrière, j'ai dû mettre en place des trucs pour perdurer dans les missions, en alpinisme, en montagne, en tant qu'instructeur commando ou tout simplement dans le désert, en Afrique, etc. Je sais très bien comment fonctionne le corps. Après, c'est de là qu'on dit apprendre à se connaître. C'est ça, c'est quand tu dépasses tes limites, quand tu vas faire des choses comme ça sert à apprendre à te connaître. Parce qu'après, tu relativises quand tu es en expédition sur des trucs beaucoup plus compliqués. Ça te permet de passer plus facilement toutes les difficultés. Tu as appris à aller chercher loin lors de tes phases d'entraînement. Bon, là, on n'est pas en phase d'entraînement, mais on inclut ça en tant que phase d'entraînement. Parce que le vélo, ça va. À tout moment, il y a de la nourriture, tout ça. Donc, l'expédition, elle n'est pas trop engagée, on va dire. Mais lorsqu'elle est engagée, ça a été par exemple le cas en Finlande de nuit. On a fait 10 jours au-dessus du cercle polaire arctique durant la nuit polaire. Et tu pars là-dedans que tu n'as jamais eu d'expérience avant. Tu sais pas comment le corps réagit à si peu de lumière dans la journée, on avait 4 ou 5 heures, et de devoir continuer dans cette phase où on voit rien pendant longtemps, la phase nuit là, si tu veux, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile. Ça nous a pas paru si difficile parce que l'un et l'autre, par ses expériences du passé et par envie de découvrir ce que c'est, on connaissait déjà un petit peu nos limites avant. Et à chaque fois qu'on va les pousser comme ça, on repart sur une expédition. Dès que ça nous arrive des phases où il faut encore galérer à 23h, minuit,
Ça a été le cas au Laos à un moment à vélo. Ben on relativise, on dit ben franchement on a connu pire que ça. C'est hyper facile par rapport à ce qu'on a déjà pu vivre sur d'autres expériences. Au niveau physique, aucune douleur. Ma seule crainte c'est d'avoir mal au cul après 80 bornes. J'ai envie de te dire que n'importe quelle selle ou n'importe quel cuissard, en fait ça changera rien. Après 80 bornes, tu auras toujours un petit peu mal au cul. 24 heures de vélo, ça va être aussi ça, c'est tu sors de ta zone de confort. Physiquement, franchement, il n'y a pas de problème. Je parle uniquement musculaire pour le moment. Ça faisait 2 mois qu'on pédalait. Pendant ces 2 mois, on n'a vraiment pas eu de soucis de jambes. Les jambes se font à un moment, à ce que tu fais. De toute façon, le corps s'adapte à ce que tu fais, à ton environnement. Si tu es habitué à faire des expéditions, à solliciter tes jambes à chaque fois pour n'importe quel sport, que ce soit de la course à pied, du vélo, tout ce que tu veux, les jambes, elles ont aucun problème à accomplir leurs tâches, à marcher toute la journée, à faire du vélo toute la journée. Et clairement, pendant ces 2 mois, on n'a pas eu un problème musculaire. On n'a pas eu de courbature, c'est fou à dire. On fait 80 à 100 bornes par jour. En plus, au Vietnam, avec des montées, on faisait des 1000, 1200, 1500 des fois de dénive par jour. Et clairement, le lendemain, ça repartait, zéro problème. Donc musculairement, il n'y a pas de problème. Le fait d'être assis sur une selle, là, forcément, ça fait mal au cul. Ça, moi, je m'y ferai jamais de toute façon. J'ai essayé des selles différentes, j'ai mis des cuissards différents, j'en ai mis 2, laisse tomber, ça c'est un problème que j'aurai tout le temps. Il y a ce genre de douleur à prendre en compte, là où des gens arrêteraient justement, encore une fois, l'habitude de se faire mal, c'est ce qu'on dit dans le sport, il y a un moment où il faut que tu souffres un petit peu, tu souffres de manière intelligente, être assis tout le long, ça fait mal aux fesses, il n'y aura pas des conséquences à ça et des séquelles. Il faut jauger aussi les différentes douleurs, celles où il faut faire gaffe, celles où il faut se préserver de temps en temps, et celles où tu auras mal tout le temps, mais il n'y aura aucun séquelle et tu peux continuer là-dessus. Les jambes, ça va encore. Les fesses là, franchement, c'est plus possible. Je commence à avoir un peu mal aux genoux, mal au cul, mais la patate, écoute, on est passé entre les gouttes, donc moi ça me va. Mentalement, c'est compliqué pour moi de parler en toute humilité à chaque fois que je dis quelque chose, mais parce que voilà, j'ai eu quand même un passé de scout, de militaire, de chasseur alpin et d'instructeur commando. Donc en fait, le mental, c'est quelque chose que j'ai forcément énormément travaillé dans ces phases-là, plus les fois où, en dehors du boulot, j'ai commencé à faire des sommets, des expériences. C'est quelque chose qui se travaille, le mental. Je dis pas que à chaque fois que je suis dans la difficulté, ça revient le truc de putain c'est dur, mais je la connais cette phase. Je le laisse parler entre guillemets. Mon deuxième moi, il dit pas d'arrêter, mais il me dit que c'est dur. Il y a mon autre moi qui me dit il y a rien qui t'empêche de t'arrêter physiquement. Donc le mental, c'est ça. Il faut se battre contre son mental. C'est vraiment quelque chose de particulier. Tu peux le voir que quand tu es dans ton retranchement, en fait. Quand tu te retranches dans tes réserves, à faire des trucs un petit peu hors normes, ou à sortir de ta zone de confort, mais petit à petit ou de manière extrême à un moment. Donc à toi d'être discipliné. C'est se dire, ok, je vais quand même mettre des pauses, mais à l'issue de cette pause, je repars. Je dis pas, bon, je me remets une pause, bon, vas-y, je redécale le réveil. Non, la discipline, c'est ça, c'est tu mets en place des choses pour que tu y arrives. Par contre, tu t'y tiens. Et ensuite, il y a comme une phase d'habitude, à force de dépasser ta zone de confort, qu'il y a toujours cette phase de peur. Et il y a toujours après cette phase, une fois à la fin de l'expédition, quand on revient, tu dis, finalement, c'était pas si dur. Quand tu sais qu'il y a toujours ces deux phases, quand tu reprépares une autre expédition, il y a toujours ce truc de, ah putain, mais ça va être plus dur que la dernière fois. Mais je sais aussi que quand j'en reviendrai, c'était juste l'inconnu qui me poussait à douter. Voilà, comme le dit Mike Horn, il faut 5% des réponses pour partir à l'aventure. Les 95% restants arriveront pendant l'expédition, pendant l'aventure. Il a clairement raison là-dessus. Tu doutes avant de partir. L'expédition te met dans des contraintes pas possibles. T'apprends tout ce qu'il faut apprendre autour du défi de l'expédition que tu es en train de mener. Et à l'issue, t'en reviens, tu dis, ben voilà, je suis parti qu'avec 5% des réponses et je reviens avec 95% de réponses qui sont venues pendant le défi. Tu peux pas les avoir les réponses si tu veux te préparer à 100% avant de partir. Il nous reste actuellement moins de 2 heures. On est à 225 bornes. On va essayer de taper les 250. Tu vois là, l'état dans lequel on est, en fait j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Lors de l'expédition, t'as beau prévoir ça et en fait il va se passer autre chose. Ça c'est récurrent. À toi aussi d'avoir une capacité d'analyse sur le moment et d'avoir ce truc de l'intelligence de situation. Il t'arrive un truc, tu dis bah ok, c'est quoi la meilleure décision à prendre? Tu prends d'abord ta décision mentalement, quelles sont les conséquences? Tu as plusieurs réflexions et tu vas prendre la décision où la conséquence est la moins dangereuse. Parce que le but c'est d'y arriver et de se mettre le moins en danger. Bien sûr qu'il y aura une part de danger, bien sûr qu'il va falloir en choisir une où il y aura forcément des problèmes, mais il faut savoir faire preuve d'intelligence de situation. Est-ce que je le referais? Bah oui, pourquoi pas, parce qu'on a gagné du coup 255 km. C'est une belle expérience parce que du coup la nuit t'as pas les mêmes ressentis, c'est pas pareil, la vie nocturne. Je sais pas, c'est étrange, on avait l'impression d'être dans une nouvelle expérience dans l'aventure. Oui, pourquoi pas le refaire. Des 24 heures de défis extrêmes, il y en aura, mais un peu dans tous les thèmes, pas forcément que vélo. Je compte faire un 24 heures de vélo, mais en vélo lisse, sans bagages, sans roues à changer. Voir ce que ça donne. Encore une fois, pas une performance
amener l'expérience justement d'un gars entre guillemets ordinaire qui n'a pas fait de vélo dans son passé, qui n'a pas été dans des clubs de cyclisme et tout ça. Ça te permet de savoir si toi tu te mets à le faire, comment tu vas ressentir un petit peu le truc. N'hésite pas à regarder la suite des vidéos de notre road trip. Il y a quelques urbex qu'on a fait depuis l'Asie du Sud-Est. On est parti 3 mois depuis Hanoï du Vietnam jusqu'à Singapour et en passant par le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie. La vidéo intégrale sera disponible uniquement sur Vimeo cette année et peut-être l'année prochaine sur YouTube. C'était le Pirate Aventurier. À la prochaine, camarades. Cette aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à te faire découvrir le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister autrement.